Mes chers compatriotes résidant en Russie et en Biélorussie et électeurs dans la 11e circonscription des Français établis hors de France. Comme vous l'avez peut-être appris, je suis candidat à cette élection législative dans cette circonscription et je tiens à m'adresser à vous directement puisque malheureusement les délais impartis par Macron dans cette dissolution express font que je n'ai pas l'occasion, je n'ai pas la possibilité matérielle de me rendre pour faire une tournée de la circonscription avec d'ailleurs 49 États. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que une des raisons pour lesquelles je me suis présenté dans cette circonscription, c'est parce que nous y avons obtenu des résultats nettement supérieurs à ce que nous avons obtenu en métropole au moment des élections européennes et tout particulièrement en Russie et en Biélorussie, puisque, et je tiens ici à vous remercier, à remercier ceux d'entre vous qui m'écoutent, nous avons obtenu plus de 18%, 18,2% chez les Français résidant en Russie, aussi bien à Moscou et qu'à Saint-Pétersbourg, et nous avons obtenu près de 11% des suffrages pour les Français résidant en Biélorussie. Alors déjà, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui, résidant en Russie et en Biélorussie, ont fait le déplacement pour voter pour notre candidature aux élections européennes. Je pense qu'il y a une raison à ce score impressionnant, c'est tout simplement les prises d'opposition que j'ai personnellement eues au cours des 2 dernières années sur le conflit entre ce que l'on appelle la Russie et l'Ukraine, mais qui est en fait, comme vous le savez parfaitement bien, ça n'est pas un conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est un conflit entre l'OTAN et les États-Unis derrière, et leurs supplétifs qui sont les pays de l'Union européenne d'un côté et la Russie de l'autre. Et en fait, vous le savez, je suis un ardent défenseur de la vérité. En réalité, la Russie, certes, a envahi l'Ukraine le 24 février 2022. Ça, c'est un fait absolument exact. Mais l'a fait à l'issue de plusieurs années de provocations constantes menées par les États-Unis, depuis l'affaire du Maïdan, où le régime ukrainien légitime a été renversé par une révolution de couleur pilotée par les États-Unis, et dans la foulée, une douzaine de bases militaires et de la CIA ont été construites le long de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Alors, j'ai eu l'occasion, ceux d'entre vous qui ont voté pour notre liste pour les européennes, eh bien, savent ça, et c'est sans doute la raison pour laquelle nous avons eu de tels scores. Je renvoie les personnes intéressées qui ne m'auraient pas encore vu sur toute une série de vidéos que vous trouverez sur UPR TV concernant le conflit entre la France et la Russie par l'intermédiaire de l'OTAN, de l'Union européenne et des États-Unis interposés. Vous verrez la position constante que j'ai prise. La position constante, c'est que la France n'a pas à se mêler de cela, que la France doit garder le maximum de bonnes relations avec la Russie. C'était l'opinion de De Gaulle qui disait que tout au long de notre histoire, en remontant au mariage d'Henri Ier avec Anne de Kiev, donc à l'aube de la monarchie française, eh bien, depuis cette époque, à tous les moments de l'histoire de France, lorsque la France avait été en bons termes avec la Russie, ça avait été des grands moments de l'histoire de France, et à chaque fois qu'elle avait été en mauvais termes, eh bien, ça avait été des désastres pour la France. Et De Gaulle formule ce jugement prophétique en 1964, quand il en parle à Alain Peyrefitte, c'est dans le livre C'était De Gaulle, la preuve est que c'est exactement la même chose que l'on constate aujourd'hui. Je me présente devant les suffrages pour recueillir vos suffrages pour m'élire député. Vous savez qu'un député, il a en fait deux casquettes, comme on dit de façon familière. Il est à la fois le député des électeurs qui l'ont élu, de sa circonscription. Il est aussi le député de la nation. C'est d'ailleurs son titre, député de la nation. Ça veut dire qu'il est à égalité avec les 576 autres députés. Il y en a 577 au total. Un député, il participe au vote des lois de la République. Il peut d'ailleurs y participer personnellement en déposant des propositions de loi ou bien en déposant des amendements au projet de loi déposé par le gouvernement français. Donc il y a les deux choses à la fois. Et pourquoi est-ce que je brigue vos suffrages ? Pour les deux à la fois. La première, c'est que vous connaissez peut-être mon curriculum vitae. Je le rappelle brièvement. Je suis diplômé d'HEC, puis je suis ancien élève de l'ENA. Je suis sorti vice-major de la promotion Léonard de Vinci. Ensuite, j'ai été inspecteur des finances, aujourd'hui inspecteur général des finances. Et j'ai ensuite été dans l'administration de Bercy à m'occuper
de l'aide au développement vers la zone Asie-Océanie et du commerce extérieur de façon plus générale avec la zone Asie-Océanie, puis responsable de l'Asie et de l'Océanie auprès du cabinet du ministre des Affaires étrangères, auprès du ministre des Affaires étrangères Hervé de Charette. C'était sous Jacques Chirac. Donc c'est une zone que je connais particulièrement bien, l'Asie et l'Océanie. Je connais également assez bien la Russie. D'abord par intérêt personnel, depuis ma prime enfance, où j'ai lu beaucoup d'ouvrages, et notamment de romans, des grands romanciers russes. Et pour moi, je le dis souvent autour de moi, le plus grand romancier de l'histoire de l'humanité, je pense que c'est Dostoïevski. J'apprécie tout spécialement les frères Karamazov et L'Idiot, qui sont des livres d'une puissance intellectuelle extraordinaire. Mais il se trouve aussi que je portais beaucoup d'intérêt, évidemment, quand j'étais jeune, à l'URSS et à la fin de l'URSS. Je suis allé pour la première fois en Russie du temps de l'Union soviétique. C'était en 1985, à la sortie de l'ENA. Gorbatchev venait d'arriver au pouvoir le 11 mars 1985 et il venait de lancer une procédure politique anti-alcoolisme. J'ai assisté vraiment de façon très très passionnée à la fin de l'URSS et je considère personnellement que ce que nous vivons en ce moment dans l'Union européenne ressemble à s'y méprendre à ce qui s'est passé en URSS. Alors certes, ce ne sont pas les mêmes présupposés économiques. Dans un cas, c'était l'appropriation collective des moyens de production. Dans l'autre cas, c'est au contraire une exacerbation du profit individuel. Mais dans les deux cas, la construction du socialisme ou la construction européenne présente un petit peu les mêmes analogies, c'est-à-dire qu'elles ce sont des idéologies qui font fi de l'histoire, qui font fi des conflits inhérents aux différents intérêts nationaux, et qui postulent qu'elles ont découvert la loi de l'histoire, et lorsqu'elles ont des déconvenues, puisque en réalité, les résultats ne sont pas conformes aux attentes, progressivement, on est en train de supprimer la liberté d'expression, de truquer les statistiques, et c'est en train de devenir en fait une dictature. La dictature débouchant au bout du compte vers une prévarication générale, la corruption et l'abîme dans lequel s'était effondré l'URSS avec une espèce de je m'en foutisme généralisé dans la société soviétique et également un désastre. Donc Tchernobyl avait été le premier révélateur. La construction européenne en fait suit à peu près les mêmes évolutions, y compris dans cet élargissement général qui avait frappé l'URSS à partir des années 70. Les soviétiques voyaient de plus en plus de pays entrer dans le camp du socialisme avec le Vietnam, le Laos, l'Angola, le Mozambique, etc. Les soviétiques voyaient que leur vie quotidienne allait de mal en pis et voyaient surtout que pour faire croire que l'idéologie était la bonne, le gouvernement soviétique donnait de l'argent à tous ces nouveaux venus. On en est à peu près exactement à la même situation avec la construction européenne. Voilà. Alors, je suis revenu en France en 1985 en me disant heureusement finalement que nous sommes français. C'est une société complètement bloquée, la société soviétique de l'époque, et en fait on ne savait pas, une société sans futur et en pleine perte de vitesse en fait, avec une tristesse que l'on voyait dans le regard des gens. Je suis retourné en Russie plusieurs fois au cours des dernières années. Notamment, j'y suis retourné pour ma femme ayant préparé une exposition au Musée des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Et puis, moi-même ayant été invité en 2015 en tant que président de l'UPR, avec 2 collaborateurs, j'avais été invité par la Douma de Sébastopol pour célébrer la victoire du 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme. C'était, vous vous rappelez peut-être, un truc absolument scandaleux, c'est-à-dire que les pays occidentaux, au motif que Vladimir Poutine avait rattaché la Crimée à l'Ukraine à l'issue d'un référendum qui certes était contestable peut-être, mais dont le résultat en tout cas personne ne le conteste parce que tout le monde sait que les habitants de la Crimée sont à 95% des russophiles et des Russes d'origine. Donc c'est un référendum qui est pas plus contestable que le référendum qu'il y a eu au Sud-Soudan ou au Kosovo ou Dieu sait où. À cause de cela, les pays occidentaux avaient refusé de se rendre en Russie par rétorsion pour célébrer la victoire du 70e anniversaire sur le nazisme. Nous avions accepté cette invitation. J'étais allé à la Douma de Sébastopol. J'avais découvert à cette occasion la Crimée. Et j'y étais allé parce que je me rappelle que quand j'étais enfant, quand j'étais petit,
J'avais un grand-père que j'aimais beaucoup et qui me racontait un peu l'histoire récente à l'époque, et qui m'avait expliqué que si la France avait été libérée de l'Allemagne hitlérienne et avait été libérée de Hitler, c'était grâce aux Russes, c'était grâce aux Soviétiques, avec les fameuses batailles de Stalingrad et de Koursk, que ce n'était pas grâce aux Américains qui étaient arrivés après la bataille, si l'on peut dire. Bon, c'est un peu exagéré, mais c'est quand même fondamentalement la réalité historique. Et je fais partie de ces Français qui, par millions, considèrent eh bien, que la Russie, c'est quand même grâce à la Russie que Hitler a été cassé beaucoup plus que grâce aux États-Unis d'Amérique, et que nous avons dû à plusieurs reprises dans notre histoire, le salut de la patrie a dépendu d'un coup de main, parfois plus qu'un coup de main d'ailleurs, de la Russie. Donc j'y étais allé pour montrer qu'il y avait des Français qui n'oubliaient pas le rôle joué par le glorieux peuple russe lors de ce qu'il appelle la Grande Guerre patriotique. Voilà. Je suis retourné en Russie et j'avais surtout découvert aussi un peuple qui était le même et qui était à la fois le même et un autre, un pays qui avait profondément changé. Et j'avoue que lorsque je me suis rendu en Russie en 2015, j'ai été un peu impressionné parce que je me suis rendu compte que c'était un pays qui était en pleine ascension et que, en définitive, c'était quand on revenait en France que l'on voyait un peuple qui était triste, avec un pays sans avenir. C'est un peu comme si un nouveau rideau de fer était tombé, mais que cette fois-ci, on était du mauvais côté. J'avais été très très impressionné par ce changement d'ambiance et d'atmosphère, cette espèce d'inversion qu'il y avait eu entre mon premier voyage en URSS en 1985 et puis un voyage 30 ans après en 2015. Alors je ne suis pas là pour chanter les louanges du régime russe, ça n'est pas mes affaires, ça n'est pas les affaires d'ailleurs des Français résidant en Russie, mais je suis là pour vous assurer que si je suis élu député, eh bien je ferai entendre une voix différente à l'Assemblée nationale. Pourquoi différente ? Parce que tous les partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée nationale qui a été dissoute, et ceux qui vont être élus, sont tous en faveur du narratif pour l'Ukraine contre la Russie, décrivant le Vladimir Poutine comme un nouvel Hitler, décrivant le régime russe comme une épouvante, etc., etc., décrivant la pauvre Ukraine comme si c'était un pays qui avait été entièrement agressé sans jamais avoir rien fait, disculpant bien entendu l'Occident, l'OTAN, les États-Unis de toute responsabilité dans ce conflit, et approuvant le versement par milliards, dizaines de milliards d'euros d'argent au régime de Zelensky, qui est un régime, il faut le dire, même si ça déplaît à certaines oreilles chastes, et c'est un régime où il y a tout le monde le sait, où il y a des connivences, des complicités, des complaisances avec les néo-nazis et avec les nostalgiques du régime Bandera. Alors, si vous m'élisez député, en tant que député de la nation, je me ferai le porte-parole de ceux d'entre vous qui m'auront élu, bien sûr, mais aussi de millions de Français qui n'acceptent pas que ce débat soit interdit à l'Assemblée nationale, et je me ferai le porte-parole de ceux qui refusent que nous continuions à verser des fonds et des armes à l'Ukraine. Je me ferai le porte-parole de tous ceux qui refusent que nous maintenions des sanctions contre la Russie, qui en fait se retournent contre l'Allemagne et surtout contre la France, puisque ces sanctions, en fait, sont en train de plonger les économies de l'Ouest européen dans le marasme. Je me ferai le porte-parole de tous ceux qui pensent que le sabotage de Nord Stream 2 a été commandité et piloté par les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, le président Joe Biden n'en avait pas fait mystère, alors que c'est quand même un acte de guerre qui a été lancé contre les copropriétaires de ce Nord Stream, c'est-à-dire non seulement la Russie, mais aussi l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Angleterre. Il est absolument incroyable que notre gouvernement et que l'ensemble des députés français ne bronchent pas sur le sujet. J'ai remarqué que lors des élections européennes, j'étais arrivé en numéro 2 parmi vous, mais en numéro 1, il y avait la liste de M. Bardella. Je voudrais attirer l'attention de toutes celles et tous ceux qui m'écoutent sur le fait que si vous votez pour M. Bardella ou pour le candidat qui est candidat dans cette circonscription, le candidat du Rassemblement national, vous allez voter pour un parti qui maintenant est totalement aligné sur la position de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique et de Macron sur l'Ukraine. J'insiste sur le fait qu'au Parlement européen, M. Bardella avait refusé de voter contre l'envoi d'armes et d'argent
à l'Ukraine, lorsqu'une fameuse nouvelle tranche de 50 milliards d'euros, les députés européens du Rassemblement national s'étaient abstenus, c'était il y a 4-5 mois. Je signale que M. Bardella a fait savoir il y a encore quelques jours qu'il fallait absolument aider l'Ukraine, c'est-à-dire en fait continuer à maintenir cet état de guerre permanente qui a pour effet en fait de détruire la population ukrainienne et accessoirement de faire des morts un peu partout. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour le plus grand profit de l'oncle Sam et notamment des fonds de pension américains comme BlackRock et Vanguard qui ont déjà, paraît-il, acheté 45% des terres ukrainiennes. Si vous votez donc pour le candidat du Rassemblement national, qui se trouve être un certain monsieur Pierre Brochet, dont j'ai vu dans la biographie d'ailleurs qu'il a travaillé pour un cabinet, des cabinets américains, et qui, notamment Grunberg Traurig, qui est en pointe sur le narratif anti-russe, etc., vous allez apporter votre suffrage à un député qui poussera à la confrontation avec la Russie. Comme je suis intimement convaincu que la grande majorité des Français résidant en Russie, mais c'est aussi vrai des Français résidant en Biélorussie, sont défavorables à ce que la France se mêle de cette affaire, eh bien je vais vous le dire comme je le pense, et parce que c'est la vérité, je suis le seul candidat qui peut faire en sorte d'être député et de porter cette parole différente, puisque du Rassemblement national à l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, même le Parti communiste français, le seul parti communiste au monde que je connaisse, a appelé à donner des armes à l'Ukraine. Il y a un agresseur, c'est la Russie. Il y a un agressé, c'est l'Ukraine. Et donc c'est à l'Ukraine de nous dire ce dont elle a besoin pour se défendre. Et donc moi j'ai été favorable à la livraison d'armes pour permettre aux Ukrainiens de se défendre. Donc ne votez pas non plus pour la gauche. Ne votez pas non plus pour le candidat de Reconquête, puisque Reconquête aussi s'est aligné sur ce narratif. Ça, c'est pour ce qui concerne, j'allais dire, la version, la casquette député de la nation. Maintenant, il y a aussi la version du député qui est le porte-parole de ses électeurs. Cette 11e circonscription est une circonscription géante, puisqu'elle va de Saint-Pétersbourg jusqu'aux îles Fidji, et du détroit de Bering jusqu'au détroit d'Ormuz. Donc il y a en fait 49 pays, des Français, à peu près 100 000 Français inscrits sur les listes électorales dans cette zone immense, des Français qui vivent dans des pays extraordinairement différents. Quel rapport y a-t-il entre la Russie et les îles Fidji, entre le Japon et l'Iran, entre la Chine et l'Australie, entre Taïwan et l'Ouzbékistan ? Voilà. En réalité, nous avons affaire à un kaléidoscope de pays. Alors, je le signale parce que il faut bien comprendre que le fait que je ne réside pas dans la zone est un atout et non pas un handicap. Certains candidats se prévalent de ce qu'ils sont à Hong Kong ou à Bangkok pour dire je suis dans la zone. C'est sûr qu'un candidat qui vit à Hong Kong connaît bien Hong Kong, il connaît bien peut-être la Chine du Sud, voire a des connexions avec Singapour ou avec Taïwan. Enfin, on ne va pas me faire croire que cette personne se préoccupera tout particulièrement des habitants de Saint-Pétersbourg, de Moscou, ou bien de Tashkent, ou bien de Sydney, Canberra, Melbourne, Wellington, ou Suva, aux îles Fidji. Bon. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez intérêt, me semble-t-il, à avoir comme député un candidat qui réside à Paris, qui prend l'engagement, ce que j'ai fait, de me rendre dans au moins 10 pays par an dans les pays de la zone, au moins 10. Je passerai mon temps à faire des allers-retours et à venir voir les communautés françaises dans ces différents pays, pour ensuite user de ses connaissances, de son expérience, des allées du pouvoir. Il se trouve que je connais très bien la haute administration française, je connais le ministère des Finances, je connais le ministère de l'Intérieur, je connais le ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne les problèmes quotidiens qui se posent à vous, que ce soit les problèmes fiscaux, les problèmes de retraite, de gestion des retraites, les problèmes consulaires, par exemple comment avoir des papiers plus facilement, des visas, des passeports, les problèmes scolaires et universitaires, les échanges culturels, eh bien sur tous ces sujets, il vaut beaucoup mieux pour vous avoir un représentant, un député qui soit à Paris et qui soit actif, plutôt que d'avoir quelqu'un qui résiderait à Singapour. Bon, je serai dans les ministères pour
aller dans votre sens. Je note d'ailleurs, j'ai regardé que la députée sortante, Madame Génetet, qui réside à Paris, elle réside à Paris, mais par ailleurs, elle ne fait rien. J'ai vu dans son parcours les relevés qu'il y a à l'Assemblée nationale qu'elle fait dans tous les domaines. Au cours des 59 semaines d'activité depuis sa réélection en 2022, donc depuis un peu plus d'un an, elle s'est classée 510e sur 577 en nombre de présences dans l'hémicycle. Elle est parmi les 70 députés les plus absents. C'est quand même incroyable. En matière d'amendements proposés, le travail effectif qu'elle a effectué, elle a, en 59 semaines, proposé 32 amendements. Elle s'est située la 523e sur 577 députés. C'est-à-dire qu'elle a déposé un amendement tous les 15 jours. Enfin, elle ne travaille pas, cette députée. En matière de questions écrites, elle a déposé 8 questions écrites en 59 semaines. Vous voyez un petit peu le genre, ça fait à peu près une question écrite tous les 1 mois et demi. Elle s'est classée 459e sur 577 députés. S'agissant des questions orales, elle en a posé 2 en 1 an et 2 mois. C'est-à-dire qu'elle en a posé une question orale tous les 7 mois. Ça fait d'elle la 487e sur 577 députés. Voilà. Donc cette dame, en fait, eh bien, elle vit comme une rentière sur ce poste qu'elle occupe donc déjà depuis 2017. Il y a même encore pire, c'est qu'elle a même honte de ses opinions, puisque en 2017 et en 2022, elle avait fait une profession de foi où elle trônait à côté d'Emmanuel Macron. Évidemment, comme maintenant, plus personne en France, enfin, il n'y a plus que 5 à 10% des Français qui acceptent encore d'entendre et de voir M. Macron. Il est l'objet d'une exécration quasi universelle. Eh bien, elle en a tiré la conséquence. Eh bien, elle a décidé de ne plus mettre Macron sur sa profession de foi, mais maintenant, elle met Gabriel Attal, le Premier ministre. Bon, ça veut dire qu'en fait, c'est de l'opportunisme pur. Bon, moi, je n'ai pas mis ni Macron, bien entendu, ni Attal, ni quoi que ce soit. J'ai mis ma suppléante en photo, Fleur Nguyen, qui est une Française d'origine vietnamienne, qui connaît bien la zone, notamment la zone de l'Asie du Sud-Est. Je voudrais vous dire aussi autre chose. C'est que si je suis candidat dans cette circonscription, c'est parce que j'ai le sentiment intime que je peux peut-être être élu député. Sinon, je ne viendrai pas. Et en tout cas, de faire certainement un bon score. Et pourquoi j'ai cette conviction ? D'abord parce que je suis quelqu'un de dynamique, d'actif, et que j'aime bien prendre les dossiers à bras-le-corps, et que je suis un homme de dossier. C'est-à-dire que si je suis élu votre député, soyez certain que j'examinerai des problèmes très précis qui se posent, que vous habitiez à Saint-Pétersbourg, ou bien à Moscou, ou bien à Yekaterinbourg, ou bien partout en fait en Russie. Déjà, j'examinerai la carte consulaire, voir s'il n'y a pas une amélioration à apporter. Et puis, j'examinerai aussi le sort d'un certain nombre de lycées, d'écoles françaises ou d'alliances françaises. Je me rappelle, lorsque j'étais allé en Crimée en 2015, j'avais été absolument scandalisé. Quand j'étais allé visiter l'Alliance française de Sébastopol, où il y avait des jeunes garçons et des jeunes filles, mais je me rappelle plutôt des jeunes filles qui étaient là, elles avaient des étoiles dans les yeux en parlant de la culture française. Elles parlaient déjà pas mal le français. Elles rêvaient de venir un jour en France. Elles parlaient de la littérature française. Elles avaient un peu cette foi dans la France que l'on trouve et qui fait un petit peu mal au cœur lorsqu'on sait que ce qui est devenu la France. Et c'est un peu une image du passé qui a 40, 50 ou 80 ans d'ancienneté. Mais ce qui m'avait scandalisé, c'est que du fait des premières sanctions que la France avait prises à l'occasion de l'intervention en Crimée, eh bien la France avait décidé de couper les vivres à l'Alliance française. C'est incroyable. C'est-à-dire que cette Alliance française n'avait plus d'argent pour fonctionner, donc c'était les cotisations des familles russes qui se cotisaient pour acheter des livres en français publiés en Russie ou des livres d'occasion, et qu'ils avaient, je crois, pris un abonnement parce que la France avait coupé les vivres. C'est-à-dire, enfin, faut vraiment être ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que non seulement je suis contre le fait de prendre des sanctions, mais ces sanctions, en plus de ça, c'était exactement ce qu'on appelle se tirer des balles dans le pied, puisque, en fait, on sanctionnait ceux qui apprenaient la langue française. C'est d'ailleurs de façon plus générale.
l'enseignement du français un peu partout dans le monde est en réduction, du moins par les moyens français, parce que par ailleurs, il y a d'autres pays qui savent que la langue française est en plein développement, notamment en Afrique. Donc en Chine, on étudie de plus en plus le français. Mais la France elle-même participe de moins en moins à cet effort, justement en coupant les vivres des alliances françaises. Donc comptez sur moi pour être un apôtre de la francophonie et pour faire tout mon possible pour essayer de dégager des fonds, à la fois pour améliorer le réseau consulaire, à la fois aussi pour améliorer les moyens de subsistance qui sont nécessaires par les consulats de donner à des Français qui peuvent conjoncturellement se trouver dans le besoin, mais aussi pour donner des fonds aux alliances françaises. Voilà. Je voudrais conclure sur cette affaire en faisant valoir aussi autre chose. C'est que si vous m'élisez député de cette circonscription, je me permets de rappeler que j'ai donc une très bonne connaissance de l'Asie, de l'Océanie et aussi de la Russie. Si vous m'élisez député, j'essaierai de faire en sorte de changer l'image de la Russie en France. C'est une lourde tâche, mais je ferai en sorte en tout cas de faire œuvre de paix, d'apporter un regard nouveau et de favoriser des démarches pacifiques plutôt que de jeter de l'huile sur le feu du conflit. Et puis en espérant que le conflit finisse par s'arrêter un jour, eh bien je ferai tout mon possible pour tirer les sonnettes dans les médias, les radios, etc., pour que les Français connaissent mieux l'histoire et la culture russe. C'est un immense peuple, je ne vous l'apprends pas, vous vivez sur place, beaucoup d'entre vous êtes mariés, avez un conjoint ou une conjointe russe. C'est un des sommets de la civilisation mondiale et malheureusement ce sommet de la civilisation mondiale est beaucoup trop méconnu. Voilà, j'aimerais qu'on apprenne aux enfants des écoles en France l'histoire de la Russie, l'histoire de l'orthodoxie russe, née avec Serge de Radonège, avec les trésors qu'on trouve à Sergueïev Posad, avec de temps en temps, si l'on pouvait entendre sur une grande chaîne de télévision française ou de radio, des chants de la liturgie orthodoxe, par exemple, ou bien une histoire des grands moments de l'histoire russe, aussi bien de l'épisode troublé de Boris Godunov, ou bien du tsar modernisateur Pierre le Grand, ce personnage prestigieux, ou bien de l'histoire de la Grande Catherine, eh bien les gens ne s'en porteraient que mieux. J'ai fait des vidéos, notamment une vidéo sur l'histoire de l'Ukraine, où j'ai expliqué que le narratif que l'on nous inflige est faux. J'ai expliqué que l'Ukraine est un pays de création récente. J'ai expliqué que tout le sud-est de ce qui est actuellement l'Ukraine appartenait autrefois, jadis, avant 1780, appartenait à des principautés musulmanes. Quand je me suis rendu en Crimée, j'étais allé voir entre Sébastopol et Simferopol, j'étais allé voir donc Bakhchisaray. Saray, ça veut dire le palais en turc, qui est une espèce de miniature de ce que l'on trouve à Istanbul, de la sublime porte, du palais du sérail du sultan d'Istanbul. Ces principautés étaient vassales de l'Empire ottoman, et c'est la Grande Catherine qui, comme vous le savez sans doute, avec son amant et son militaire préféré, Potemkin, avait conquis tout le Donbass, tout le sud-est des marais pontiques, la Crimée, et on avait fait des terres russes en créant toutes ces villes aux noms russes que sont Sébastopol, la ville de Sébastien, Mélitopol, la ville du miel, Mariupol, la ville de Marie, Odessa, c'est-à-dire Ulysse, etc. Eh bien, à partir du moment où j'ai fait cette vidéo, qui a été vue à des centaines de milliers, j'ai fait des vidéos sur la Russie et l'Ukraine qui ont dépassé le million de vues, il y a de plus en plus de Français, j'ai pas été le seul, mais j'ai participé, je pense, assez largement à une prise de conscience, qui se sont rendus compte que avant toute chose, dans tous les domaines, il faut connaître le monde, connaître son chatoiement de culture, sa diversité, ses différents points de vue. Voilà. Et à partir du moment où on connaît les autres, eh bien, on se connaît mieux soi-même et on a une approche beaucoup plus pacifique. Le problème, en fait, de la France, c'est entre autres qu'elle est dirigée par des gens totalement incompétents. M. Macron, d'ailleurs, avait fait l'éloge de l'amateurisme. Et puis des gens qui sont des lâches et qui sont des traîtres
et qui préfèrent ne pas faire de vagues parce qu'ils ont peur de tel ou tel cancan sur telle ou telle radio ou télévision détenue par des milliardaires euro-atlantistes. Votez pour moi. Si vous votez pour moi, vous aurez la certitude d'avoir quelqu'un qui aime la Russie et qui va se battre pour l'amitié franco-russe, qui va se battre pour que la France arrête de se mêler de ce qui ne la regarde pas et cesse son soutien à l'Ukraine. Vous aurez également quelqu'un qui sera le porte-parole de ces millions de Français qui condamnent notre appartenance à l'OTAN, voudraient que la France se libère de l'OTAN et voudraient aussi que la France se libère de l'Union européenne et de l'euro, qui sont en fait d'autres mâchoires qui nous ont été imposées par les États-Unis d'Amérique après la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, si je suis député, je n'aurai pas le pouvoir tout seul de changer ces données. Mais ce que j'aurai comme pouvoir, c'est qu'à partir du moment où vous m'aurez confié la députation, je serai le député de la nation et je serai le seul parmi les 577 députés, le seul à vouloir imposer le débat sur la nécessaire sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. La France est en train de mourir, je dis bien de mourir, parce que ce débat absolument fondamental, qui est en fait celui de notre souveraineté et de notre indépendance nationale, est en fait interdit. Voilà ce que j'avais à vous dire. Lors des élections européennes, il y avait eu une faible participation de 16% des Français expatriés résidant en Russie. Pour ces élections législatives, j'espère qu'il y aura une plus forte participation et je forme le vœu que les 18,5% de voix que j'ai obtenues parmi vous, se portent beaucoup plus massivement encore sur mon nom, puisque, encore une fois, comparé avec la députée sortante qui a participé aux commissions, qui est une ultra-atlantiste, Madame Genetet, ne votez surtout pas par la députée sortante. Ne votez pas non plus pour le représentant du Rassemblement national. Ne votez pas non plus pour le représentant de la gauche. Ils sont tous en faveur de la destruction de notre relation avec la Russie et ils soutiennent en fait la démarche d'Emmanuel Macron qui nous entraîne tout droit à la Troisième Guerre mondiale ou en tout cas à un choc frontal avec la Russie. Si vous voulez dire non, honnêtement, de façon tout à fait objective, je suis le bon candidat pour lequel vous devez voter. Voilà. J'espère que vous suivrez ce conseil, ma demande, et vive la République, vive la France et vive l'amitié franco-russe.